Bonjour à tous, vous avez peut-être entendu récemment à travers les grands médias de nouveaux soubresauts quant à des déboires judiciaires. Écoutez, j'ai connu la nouvelle en même temps que vous. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. La répression s'accentue contre les patriotes. Manuel Valls et François Hollande ont décidé de serrer les boulons, de serrer la vis contre les opposants politiques, n'hésitant plus à leur coller des peines de prison ferme, à les distribuer comme des bonbons. On est plusieurs sur avoir été condamnés, d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas compliqué. La ligne, disons, la ligne rouge, c'est ce qu'on appelle communément l'antisionisme. Si vous ne travaillez pas sur le judaïsme, si vous ne dénoncez que l'invasion migratoire et l'islam, vous pouvez vous en tirer. J'ai toujours désigné le Coran et Mahomet comme souche pathogène et les musulmans comme victimes vecteurs reproducteurs de ces deux germes très nocifs. C'est l'islam qui nous pourrit la vie parce qu'il est un culte mortifère. Certains ne s'en sont pas tirés parce qu'ils ne se présentaient pas devant le tribunal. Mais si vous touchez au sionisme, si vous touchez au judaïsme, c'est-à-dire non pas à l'invasion par le bas, mais à la mainmise sur la société française par le haut, par les ministères, par les médias, par les banques, là, ça coûte un petit peu plus cher. Donc c'est très clair, on sait où est le pouvoir. Il suffit de dénoncer ceux qui ont le pouvoir pour subir très rapidement les foudres de la justice. Donc, il y a simplement, aujourd'hui, le milieu nationaliste se scinde en deux, si on veut. Il y a ceux qui décident de faire des voix, qui mènent le combat électoral, et qui dénoncent l'islam, plus même que l'immigration. Et puis, il y a ceux qui attaquent, disons, le mondialisme, c'est-à-dire non pas seulement l'immigration, mais aussi la société occidentale telle qu'elle est, et telle qu'elle bouleverse le monde. Parce que la société occidentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est foncièrement cosmopolite, puisqu'elle est dirigée par des gens qui ont un esprit cosmopolite. C'est-à-dire que cette société occidentale a tendance à vouloir s'instaurer sur l'ensemble de la planète. Nous, c'est ça qu'on dénonce. On ne dénonce pas seulement l'immigration, on dénonce aussi un style de vie, le consumérisme, la croissance à tout prix, les publicités partout. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la simple dénonciation de l'islam, comme le font, disons, les gens un petit peu simples d'esprit. Voilà. Ce qui est certain, c'est que, comme je le disais, la répression s'accentue. Aujourd'hui, les juges n'hésitent plus à distribuer des peines de prison ferme. Ça ne les dérange pas. À côté de ça, on a tous les journalistes du système, que ce soit toutes les télévisions et toutes les radios, presque, se gargarisent avec cette idée que la France représenterait la lumière du monde et serait le parangon, vraiment le modèle à suivre, notamment concernant les droits de l'homme et la liberté d'expression. On en est très loin aujourd'hui, puisque si dans d'autres pays, que ce soit la Corée du Nord ou que ce soit certains pays musulmans, on n'a pas le droit de tout dire, si dans d'autres pays des journalistes sont pourchassés, aujourd'hui en France, des journalistes sont pourchassés. Donc il faut dénier aux journalistes du système et aux hommes politiques du système leur dénier le droit de se revendiquer de la France comme le peuple phare de la liberté. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les gens qui se prennent des peines de prison sont non pas légion, mais on commence à être nombreux. Alors moi, j'ai 1 an et demi de prison ferme aujourd'hui. Alors certes, je vais faire opposition, je vais faire appel, mais enfin ça commence à s'accumuler. Vous voyez ce que je veux dire? Ils me font comprendre que si je continue mon travail, j'irai en prison. Et moi je leur fais comprendre que ce que je dis c'est la vérité. Je ne vais pas m'abstenir de dire la vérité parce que je suis menacé. Je le dis et je le répète, s'il faut aller en prison, j'irai en prison. J'irai 3 mois en prison, 6 mois en prison, 1 an en prison, 2 ans en prison, je mourrai en prison s'il le faut, mais vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité. Alors je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je vois que Robert Faurisson, le fameux révisionniste, a été condamné cette semaine. Je vois que Vincent Renoir a été condamné à moult reprises, simplement pour exposer des faits, toujours étayés par la documentation, ce qu'il a pu trouver dans les archives par exemple, pour dire, voilà, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale n'est peut-être pas celle que l'on connaît, en tout cas celle qui a été
qui a été présenté en 1946 ne correspond peut-être pas à ce qui s'est exactement déroulé. Peut-être que les Alliés, les Américains, les Soviétiques, les Français, les Anglais avaient aussi quelques torts. Peut-être qu'ils n'ont pas tout dit, ou qu'ils ont dit des choses qui étaient fausses. Aujourd'hui, vous dites ça, vous allez en prison. Moi, je ne m'occupe pas de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous le dis franchement, la Deuxième Guerre mondiale ne m'a jamais réellement intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde contemporain. Quand j'ai commencé à écrire mes livres en 2005, pour le premier en tout cas, je me suis intéressé à ce que je trouvais dans les bibliothèques, en l'occurrence la bibliothèque municipale de Levallois. Je n'ai pas commencé à étudier le judaïsme par le Talmud, j'ai voulu savoir ce que c'était que l'idée cosmopolite, le mondialisme. Donc j'ai commencé à lire Edgar Morin, commencé à lire Jacques Attali, Alain Minck, Alain Finkielkraut, etc. Et je me suis aperçu tout simplement que tous les auteurs juifs, puisqu'ils se disent eux-mêmes appartenant à la secte judaïque, avaient tous le même discours. Ils étaient tous favorables à l'idée d'une société multiculturelle, multiraciale, cosmopolite. Tous, absolument tous, que ce soit des juifs de droite, des juifs de gauche, des marxistes, des libéraux, des juifs sionistes ou des juifs antisionistes. Ils disaient tous ça. Donc j'en ai déduit simplement, ça c'est l'objet de mon premier livre, que le judaïsme était d'abord et avant tout un projet politique d'unification mondiale. C'est ça le judaïsme. Et je vous répète que ça, mais ça je l'ai vu ensuite à travers ce que j'ai pu lire dans les années qui ont suivi et que j'ai retranscrit dans les bouquins. Le judaïsme est d'abord et avant tout un projet politique. Et les juifs eux-mêmes le disent, et ils disent tous la même chose. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que le judaïsme, ils vous disent, on ne sait pas, est-ce que c'est une race? Non, le judaïsme n'est pas une race. Il y a des juifs, des petits bruns aux cheveux noirs et aux yeux noirs, et puis il y a des grands blonds aux yeux bleus. Il y en a, oui, en Russie, en Pologne, des juifs ashkénazes qui sont des grands blonds aux yeux bleus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Est-ce que c'est une langue? Non, c'est pas une langue. Il y a l'hébreu, mais enfin, il y a beaucoup de juifs qui ne parlent pas l'hébreu. Beaucoup de juifs ne parlaient pas le yiddish. Les juifs séfarades d'Afrique du Nord ne parlaient pas le yiddish. Je vous rappelle aussi qu'il y a des juifs noirs, les falachas en Afrique. Il y a des juifs chinois qui ressemblent à des Chinois en Chine, par le biais du métissage. Est-ce que c'est une culture? Là, on commence à approcher. Parce que les juifs, normalement, lisent la Torah, lisent le Talmud. Donc là, déjà, ça, c'est un dénominateur commun. C'est quelque chose qui transparaît dans leur esprit à travers les siècles. Je veux dire, un juif de Pologne au XVIe siècle pense la même chose qu'un juif de New York au XXe siècle ou qu'un juif de Buenos Aires au XIXe. C'est pas une idée, c'est pas moi qui énonce cette idée. Je crois que c'est Elie Wiesel qui prononce cette idée dans un de ses livres. Et ça correspond à une réalité. Il n'y a pas de frontières géographiques, pas de frontières temporelles, pas de frontières linguistiques. Donc, qu'est-ce que le judaïsme? Et là, je rejoins Naum Goldman, le fondateur du Congrès juif mondial en 1956, qui écrit dans un livre de 1976 qui s'intitule « Le paradoxe juif », je crois, et qui dit « Qu'est-ce que le judaïsme ?» Eh bien, écoutez, dans les conférences, je le dis, voilà, j'énonce toutes ces idées, et j'en aboutis à la conclusion, on ne sait pas ce que c'est, peut-être que nous serions le peuple élu de Dieu. Bon. Ils disent tous ça, que ce soit Bernard-Henri Lévy ou d'autres, ils en arrivent tous à cette conclusion, Jean Daniel aussi en parle bien. C'est un mystère. Le judaïsme est un mystère. Peut-être que nous serions le peuple élu de Dieu. Bon. En 2006, moi j'ai compris le problème. Il m'a fallu 4 années pour comprendre le problème, dans la 3e partie du psychanalyse du judaïsme, 3e partie du fanatisme juif, 3e partie du miroir du judaïsme en 2009. Là, j'aborde la psychanalyse du judaïsme et je comprends qu'en fait, c'est pas du tout ça le judaïsme. C'est un projet politique d'unification mondiale. 2, et là, il faut remercier Sigmund Freud. Le judaïsme, si je vous le dis brutalement, vous ne comprendriez pas. Donc, disons que je vous amène à lire la psychanalyse du judaïsme pour comprendre le fond du problème. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis les juifs, puisque je suis condamné régulièrement, non pas sur mes livres, aucun de mes livres n'a été condamné. La LICRA a essayé de me faire condamner cette année pour mon livre « Les milliards d'Israël » où j'aborde la finance internationale et les grandes escroqueries. Mais sur la crise financière de 2008, c'est mon livre qu'il faut lire. Je vous le dis, même si je ne suis pas spécialiste de finance internationale, je peux vous garantir que j'ai lu tout ce qui me passait sous la main sur la crise financière de 2008, et j'ai tout résumé, et mon résumé c'est le meilleur. Si vous voulez comprendre la crise de 2008, c'est mon livre qu'il faut lire, « Les milliards d'Israël ». La LICRA a essayé de me faire condamner pour ce livre, elle s'est cassée les dents. En première instance et en appel. Les Juifs, la LICRA en tout cas, me fait condamner à chaque fois uniquement pour des petites phrases sur Facebook, sur Twitter ou sur les blogs qui ont disparu successivement. Uniquement sur des petites phrases, parce que je dis les Juifs et non pas certains Juifs. Mais Bernard-Henri Lévy, cette semaine à la tribune de l'ONU, dit les Juifs. Lui, il n'est pas condamné.
quand tout ce que je dis est étayé par des dizaines et des dizaines d'auteurs qui ont pu dire que, par exemple, les Juifs étaient à la tête de la finance internationale, les Juifs étaient à la tête des médias, ça c'est Jean Daniel qui le dit. Sur la finance internationale, lisez la romancière Irène Nemirovsky, je crois que c'est dans Joe Golder, un truc comme ça, c'est un de ses bouquins où elle en parle très bien, elle parle des financiers en Ukraine à la fin du 19e siècle, mais c'est pas la seule. Il y a plein d'auteurs juifs qui en parlent. Donc, si je le dis comme ça, de but en blanc, sans étayer mon propos, par des dizaines de citations, là, je suis condamné. Mais ensuite, c'est trop tard si vous êtes condamné, hein, parce qu'une fois que vous êtes devant le tribunal, vous êtes déjà condamné. Il y a les partis civils qui sont là, la LICRA, les droits de l'homme, tous les rapaces, là. Je pense à Jakubowicz, qui est vraiment l'anti-français en chef. Et vous allez voir que si vous l'accusez d'être anti-français, il va jurer ses grands dieux qu'il n'y a pas plus français que lui. Hein. Les Français, depuis 12 générations, c'est un descendant de Jeanne d'Arc, lui. Hein. Donc, mais c'est toujours pareil, et que ce soit en France, en Allemagne, au Venezuela, en Argentine, en Russie, ou partout sur la Terre, c'est la même, ils posent le même problème. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un pays et ils considèrent que les gens qui défendent leurs racines, leurs traditions, sont des racistes et des antisémites. Et ils les font traîner devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, disons, une certaine tendance à l'entre-gens et à avoir, disons, certaines relations très haut placées dans les ministères, dans la justice et dans la banque, et dans les médias. Voilà, c'est comme ça. Alors je dis les juifs, je dis pas les juifs, je dis pas que tous les juifs sont riches, je dis pas que tous les juifs sont des escrocs, je dis pas que tous les juifs sont méchants, je dis certains juifs, mais la plupart. Et je constate simplement que ceux qui représentent les juifs aujourd'hui, que ce soit la LICRA ou le CRIF, eh bien, je crois que ces gens-là représentent bien la communauté juive. Oui. Et si c'était... s'il y avait des juifs qui étaient formidables, je crois que ça se saurait. Alors là, j'apporte un point essentiel. C'est-à-dire que j'aborde le point Éric Zemmour. Éric Zemmour, aujourd'hui, et depuis quelques années, tient des propos qui vont parfaitement dans le sens des patriotes français. Je suis désolé, mais là, je vais me faire des ennemis de tous les côtés. Il y a tous les musulmans, tous les antisionistes qui vont dire qu'Éric Zemmour est un salopard, il n'aborde jamais la question israélienne, il est pro-israélien, il est juif, il a des grandes oreilles, un gros nez, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ce genre de choses. Ce que je constate, c'est que Éric Zemmour, il tient des propos contre l'immigration, il défend la famille française, il défend les Blancs. Aujourd'hui, Éric Zemmour tient des propos de patriote français, que vous le vouliez ou non. Alors, est-ce qu'il est juif ? Alors, je vous le dis, il y a des gens qui disent, bien sûr, il est juif, puisqu'il est de souche juive, de père juif, de mère juive. Il a un gros nez, des grandes oreilles, etc., etc. Il va à la synagogue, il est marié à une femme juive, et il se réclame même du judaïsme. Et il fait des conférences dans les synagogues, comme on l'a vu récemment là. Moi, je vous dis simplement, Éric Zemmour ne tient pas du tout des propos qui se calquent à ce que j'ai pu voir partout par ailleurs dans la communauté juive, donc il n'est pas juif. Si je mets 1000 petits cailloux jaunes sur cette table-là, et que je mets un petit caillou vert au milieu, est-ce que ce petit caillou vert, il est jaune ? Non. Il est vert, il n'est pas jaune, donc il ne fait pas partie de cette communauté. Je suis désolé, mais je vais être obligé de me référer à un auteur maudit qui était un des bras droits d'Adolf Hitler. C'est pas parce que c'est un des bras droits d'Adolf Hitler que tout ce qu'il dit est faux. Joseph Goebbels nous dit celui qui est juif et celui qui ne l'est pas, c'est nous qui en décidons. Parce que les juifs eux-mêmes sont toujours en train de se tortiller comme des vers pour dire je suis juif, je ne suis pas juif, je suis juif un peu, je suis juif sur les bords. Edgar Morin, par exemple, qui nous dit je suis un juif non juif. C'est très difficile, si vous ne connaissez pas le problème, c'est très difficile de savoir qui est qui fait quoi. Ils sont toujours en train de se réclamer de Jeanne d'Arc ou de Charles Martel quand il s'agit de lutter contre les Arabes qui les agressent. Et puis ensuite, le soir ou la nuit, ils se retrouvent très juifs, anti-français, cosmopolites, pro-israéliens à mort. Donc, si vous ne connaissez pas le sujet, ne vous prononcez pas. Et c'est ce que j'aurais envie de dire à un juge. Vous êtes incompétent, vous ne connaissez pas le sujet, dites à ces gens-là, à la LICRA et à SOS Racisme, nous sommes incompétents, désolé, nous ne pouvons pas juger le cas Hervé Ryssen. Débrouillez-vous avec lui devant une caméra, sur un plateau de télévision ou sur une radio. Débrouillez-vous avec lui. Mais, comme je vous le disais, les juges aujourd'hui, les juges de la République sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils ont leur place et ils aimeraient bien grimper dans la hiérarchie. C'est comme ça que ça se passe. Sur le cas Zemmour, pour moi c'est clair, Zemmour aujourd'hui n'est pas juif, sauf que, enfin disons, il est juif sur les marges, sur les bords, il s'est considérablement écarté du cœur de la matrice juive. Écoutez, on est juif comme on est français, il y a des Français aujourd'hui purs jus, qui ne se sentent pas français, ou qui se sentent très peu français. Prenez un breton trotskiste, par exemple, ou un breton marxiste. Est-ce qu'il se sent français ou breton ? Eh non, il se sent cosmopolite, il a l'âme cosmopolite. Eh bien, chez les juifs, c'est pareil. Il y a des juifs qui se sentent très juifs, comme Bernard-Henri Lévy, comme Alain Finkielkraut,
comme Daniel Cohn-Bendit, ils se sentent très juifs malgré toute leur délégation, hein, parce qu'ils vont vous dire non, non, je suis français avant tout. Devant les caméras, c'est ce qu'ils diront, évidemment. Et puis il y a des juifs qui ne se sentent pas juifs. Il y a même des juifs qui se sentent tellement peu juifs qu'ils ont même tendance à être antisémites parce qu'ils se sentent davantage français que juifs, et ils considèrent que les juifs, certains juifs, pardonnez-moi, excusez-moi monsieur le juge, certains juifs ont tendance à être trop cosmopolites et à un peu trop emmerder les Français de souche. Bon, regarde, je reçois une lettre, mais c'est une parmi d'autres, hein, parce que depuis 10 ans, j'en ai reçu quand même une certaine quantité. Je peux vous affirmer que le type qui m'a écrit ça était un juif. Il a un nom 100% juif séfarade. Cher monsieur, j'ai appris par le numéro 3227 de Rivarol du 17 mars votre condamnation à 2 mois de prison ferme pour 2 tweets. On est en plein Big Brother. 2 tweets. Oui, effectivement, j'ai dit que les juifs, pardonnez-moi, certains juifs, j'ai eu chaud, avaient une certaine responsabilité dans les 30 millions de morts, les 30 millions de chrétiens qui ont été assassinés en URSS entre 1917 et 1947. Il se trouve qu'effectivement, Karl Marx était juif, que Lénine avait du sang juif, Trotsky, le chef de l'armée rouge, était juif, Kamenev, qui tenait Moscou, était juif, Zinoviev, juif ou pas, etc. Sverdlov, le président de la République soviétique, était juif, Radek, le responsable de l'Internationale, était juif, etc., etc. La liste est interminable. 30 millions de chrétiens ont été assassinés. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une réaction en Allemagne, hein, ça s'appelle réaction nationale socialiste. Il ne faut pas s'étonner. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pigez rien du tout. Aujourd'hui, et depuis très longtemps, hein, les juifs nous disent non, non, on n'y est pour rien dans cette histoire, nous sommes les premières victimes du bolchevisme. Ça s'appelle une inversion accusatoire, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde, ça s'appelle la mémoire sélective. La mémoire sélective, c'est un des symptômes de la pathologie hystérique. Et je vous renvoie à Sigmund Freud si vous voulez vraiment comprendre le problème. Parce que Sigmund Freud, il avait tout compris, jusqu'en 1897, hein, où il a surtout compris qu'il ne fallait pas dévoiler les problèmes de la communauté juive. Hein. Là, il retourne l'équation, il dit « Ah non, non, c'est le complexe d'Oedipe, c'était la petite fille qui est amoureuse de son père, hein. C'est pas le père qui a violé la petite fille. Hein. » C'est une autre histoire. Je reviens à mes tweets. On est en plein de Big Brother. Bah oui, j'ai 2 tweets, 2 mois de prison ferme. Hein. Vous en pensez ce que vous voulez, mais personnellement, il faut arrêter de me dire qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Hein. J'ai tous vos livres lus et relus 2 fois. Je vous rappelle que l'homme de 73 ans qui m'écrit a un nom juif. Hein. Et peut-être même très probablement une 3e fois quand j'aurai fini de lire Gilles de Drier-La Rochelle. Je vous ai entendu hier sur Radio Courtoisie, Liberté sur Dégué, je suis moi-même d'origine juive, merci. Il n'est plus juif, il est d'origine juive, merci. En 1959, officiellement en 1993, à 50 ans, je suis révisionniste depuis 1987. Enfin, depuis 10 ans, je suis athée. Vu le pape François, je ne perds rien. J'ai tendance à être d'accord avec lui. Je voudrais vous... Mais je n'insulterai jamais les catholiques, c'est la religion de mes parents, je les respecte. Je voudrais vous exprimer par ce mot toute mon affection, tout mon soutien pour l'épreuve que vous subissez, mes remerciements et mon infinie reconnaissance pour tous vos livres qui m'ont tant apporté en arguments et en réconfort moral. Les juifs disent qu'il n'y a pas plus antisémite qu'un juif antisémite. Et 2 bonnes amies, avant que je leur parle des travaux du grand Robert Forisson, me disent « Plus antisémite que toi, tu meurs ». Plus antisémite qu'un juif antisémite. Il n'y a pas de juif antisémite. C'est impossible. Ou vous êtes juif, ou vous êtes antisémite, puisque le judaïsme est un projet politique d'unification mondiale. Est-ce qu'il y a des bons communistes ? Ce n'est pas possible, puisque le communisme étant un projet politique, à partir du moment où vous êtes communiste, vous êtes porteur d'un projet délétère. Et le judaïsme étant un projet politique, il ne peut pas y avoir de bons juifs. Il y a des juifs qui se sentent très peu juifs, et moins on se sent juif, plus on est humain. Ben c'est comme ça que je vois les choses. Ça tombe sous le coup de la loi, ça aussi. J'ai pas le droit de le dire, ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire à ce moment-là ? Imaginez que je dise à un juif, tu sais, Shlomo, les nazis, il y en avait quand même des biens, c'était pas tous des salauds. Qu'est-ce qu'il va me dire, Shlomo ? Il va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es un fumier, t'es un salopard. C'est nauséabond, parce qu'ils adorent le terme nauséabond. Qu'est-ce que c'est que cette pensée nauséabonde ? Les nazis étaient tous des ordures. C'est ça qu'il va répondre. Ils aiment beaucoup les termes très agressifs. Hein. Comme, écoutez, Bernard Lévy à la tribune de l'ONU, c'est des insultes plein la bouche. Hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a le petit Aziza aussi qui est dans le genre. Shlomo, il me répondrait ça. Les nazis, c'est tous des ordures. Parce que le nazisme, c'est un projet politique qui est l'inverse du projet juif. Quoi que disent les antisionistes. Hein. Je suis désolé, mais on ne peut pas vraiment rapprocher le nazisme du sionisme ou du judaïsme. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises. Essayez de vous documenter un petit peu.
Et Shlomo, il aurait raison de dire ça. Puisque le nazisme est un projet politique, il ne peut pas y avoir de bonnes personnes porteurs de ce projet politique délétère, pour eux. Et bien le judaïsme, c'est pareil. Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes personnes porteurs d'un projet politique délétère? Ce n'est pas possible. Zemmour est juif, mais un juif marginal, et plus il est marginal, et peut-être même qu'un jour il sortira du judaïsme, comme le lecteur qui m'écrit cette lettre. Voilà pour ma part, j'ai simplement choisi de me couper du monde le plus possible. On ne peut rien contre les lois scélérates, leur république, la plutocratie et la médiocratie. Mon cher monsieur Hervé Hyssen, je vous prie de trouver là l'expression de ma profonde affection, de mon admiration et de mon plus grand respect. Merci Serge. Merci Serge. Il se trouve que j'ai reçu récemment le même type de lettre d'un jeune maghrébin. Alors, par contre, pour les jeunes maghrébins, vous allez me dire, ils m'écrivent parce que je suis antisémite, et eux, ils sont antisémites aussi. Je vous assure qu'il y a des gens qui m'écrivent qui parlent parfaitement le français, qui parlent très bien français, qui sont posés, qui essayent de regarder les choses de manière la plus objective possible. Et personnellement, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas un type comme ce Serge Z, qui n'est plus juif, qui a quitté le judaïsme? Je suis de plein pied avec lui, il se sent français, il écrit en français, il se sent français comme moi. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. C'est pas un problème racial. Et que quand c'est de jeunes maghrébins qui m'écrivent pour me dire exactement la même chose, je les accueille les bras ouverts, je suis désolé de le dire. Et je les accueille d'autant plus les bras ouverts que ces gens-là ne représentent qu'une infime minorité. Dans le monde de l'islam, parce qu'aujourd'hui on a quand même 15 millions d'immigrés extra-européens en terre française, je peux vous affirmer que, et de toute manière c'est assez clair, les gens qui se sentent vraiment français et qui combattent nos adversaires, que ce soit nos adversaires extra-européens ou nos adversaires cosmopolites qui sont à la tête des médias, sont une toute petite minorité. Alors ouvrons-leur les bras. Ça n'empêche pas les juges de me condamner pour racisme et antisémitisme. Parce que les plus racistes de la Terre, précisément, ça reste quand même les gens porteurs de l'idéologie judaïque. C'est eux qui sont racistes. Le judaïsme se transmet par la mère, les rabbins qui leur répètent de ne surtout pas se marier avec des goïs ou des goyettes, surtout pas des goyettes, puisque précisément le judaïsme pour eux se transmet par la mère. Enfin, ils appellent ça pas ça goyette, ils appellent ça chiksé. Chiksé, ça veut dire, c'est un terme péjoratif, qui veut dire, enfin, vous connaissez les termes péjoratifs pour les femmes. Voilà. Donc, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que ces gens-là qui représentent l'idéologie la plus raciste et la plus nauséabonde sur Terre, pour moi, je répète que racisme, pour moi, c'est pas forcément une insulte. Tous les gens sur Terre ont le droit de défendre ce qu'ils sont, ont le droit de défendre leur famille, ont le droit de défendre leur lignage, ont le droit de défendre leur ethnie, ont le droit de défendre leur tribu, ont le droit de défendre leur nation, ont le droit de défendre leur peau. C'est un droit légitime. Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas écrit dans la Constitution, ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, les Français, le droit de défendre ce que l'on est, tout simplement, plutôt que de faire l'apologie, de laisser les journalistes, les hommes politiques faire l'apologie du métissage, faire l'apologie de la société multiculturelle? Mais par qui on est dirigé, là? Vous remarquez pas que toutes les chaînes de télévision, que tous les journalistes du système sont tous d'accord sur les sujets essentiels? En 1991, quand la guerre du Golfe a éclaté, mais moi c'est ça qui m'a scié, c'est-à-dire que je constatais simplement que toutes les radios, toutes les télévisions étaient favorables à la guerre. Le seul qui n'était pas favorable à faire la guerre, c'était Jean-Marie Le Pen. Celui qu'on traite de raciste, celui qu'on a traîné dans la boue, sur lequel on a déversé des tombereaux d'ordures. C'était le seul à dire « Pourquoi est-ce qu'on irait faire la guerre en Irak? Saddam Hussein est notre allié. » Saddam Hussein était en plus c'était un arabe qui représentait la laïcité, si je puis dire. C'était pas du tout un djihadiste ou un islamiste. Donc, si vous regardez bien les choses, que ce soit en 1991 ou en 2003 pour la deuxième guerre du Golfe, ceux qui nous poussent à la guerre, ce sont toujours les mêmes. Et je suis désolé de le dire, mais en 1940, c'était exactement la même chose. Lisez les journaux de l'époque. Ceux qui poussaient à la guerre contre l'Allemagne en 1940, c'était toujours les mêmes. C'était pas les Français de l'Action française, c'était pas les anti-Bosch radiques. Non, c'était les cosmopolites, les gens qui pensent que le monde doit s'unifier, on doit vivre dans un monde sans frontières, sans race, sans religion, sans nation, sans distinction, sans différence entre les hommes et les femmes, sans bourgeois, sans prolétaires. Et si on regarde bien, si on creuse un petit peu, on voit que les gens qui sont favorables à l'arasement de toutes les différences entre les nations, entre les races, tous les cosmopolites, que ce soit ceux qui ont créé SOS Racisme ou ceux qui sont à la tête de la LICRA aujourd'hui, le CRIF, que ce soit à la tête des libéraux, du Parti Socialiste ou des communistes, ce sont toujours des esprits cosmopolites issus de la secte juive. Ceux qui font l'apologie du féminisme à la base, dès la fin du 19e siècle, c'était des femmes juives.
Pourquoi est-ce qu'elle faisait l'apologie du féminisme? Parce que les femmes juives, dans le judaïsme orthodoxe, sont traitées comme des éléments inférieurs. Et très largement inférieurs, je peux vous le garantir. Dans le judaïsme orthodoxe, la femme, c'est encore pire que chez les islamistes. Hein. Donc, et cette idée de plus de classe sociale, toujours l'arasement des différences entre les hommes, c'est le marxisme. Karl Marx était juif. C'est toujours le même objectif de pacification globale de l'humanité. Ils veulent une paix qui sera totale, définitive, universelle et définitive. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À chaque fois, ça se finit en massacre. Et le monde aujourd'hui, le mondialisme qui est porté aujourd'hui par toute la classe politique, c'est le même projet délétère qui nous mène à une guerre civile à mort. Et ce ne sera pas seulement contre les musulmans, ça sera contre les immigrés, ça sera les immigrés entre eux, c'est toujours le même problème avec eux. Hein. Toujours le même problème, ça se finit toujours en notre boudin, quoi. Donc moi je suis favorable, et je le répète, je l'ai dit, moi je défends ma famille, je défends ce que je suis, je défends mon peuple, je défends le peuple français, j'ai pas honte de ça. J'ai vraiment pas honte de cela. Et même si tous les journalistes me traînaient dans la boue, même s'il y avait tout un documentaire d'1h30 sur moi pour dire que je suis un gros dégueulasse, comme ils l'ont fait pour Jean-Marie Le Pen, comme ils l'ont fait pour Dieudonné, comme ils l'ont fait pour Alain Soral, comme ils l'ont fait pour Robert Faurisson, ça ne changerait rien parce que c'est nous qui avons raison et que les gens qu'on a en face de nous sont des gens foncièrement méchants. Quand vous les connaissez, quand vous regardez ce qu'ils font, mais regardez simplement le discours de Bernard-Henri Lévy cette semaine à la tribune de l'ONU. Vous voyez que c'est la méchanceté, la haine. Alors évidemment, inversion accusatoire, c'est toujours pour eux les autres qui ont la haine, jamais eux. Eux, c'est la paix et l'amour sur Terre. Enfin, je regarde quand même que depuis plusieurs décennies, toutes les guerres qu'a fait l'Occident contre le monde musulman sont des guerres qui portent leur estampille, qui portent leur marque. C'est pas le petit Français de souche qui veut faire la guerre à l'Afghanistan, à l'Irak, à la Syrie, à la Libye, au Panama, à l'île de Grenade ou au Vietnam. Hein. Le petit blanc, lui, il n'exploite personne. Hein. Le pillage du tiers-monde, nous, dans ma famille, on n'y est pour rien, je préfère vous le dire. Hein. Le réchauffement climatique, on n'y est pour rien du tout. Vu l'énergie qu'on consomme, on n'y est pas pour grand-chose. Hein. Nous, on n'y est pour rien, tout ça. Hein. Ceux qui importent les marchandises, le charbon par million de tonnes, le pétrole par million de barils, le tungstène, tout ce que vous voulez, le cuivre, ceux qui tiennent le grand commerce international, qui contribuent très largement à polluer la planète, c'est pas nous les petits blancs. On n'y est pour rien. Et je crois savoir que c'est pas non plus les Africains. C'est pas non plus les musulmans, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être les Chinois. Les Chinois, c'est autre chose. Mais il faut arrêter toujours d'essayer de nous culpabiliser parce que